Et pour la suite, la virgule littéraire est à Cam. Bonsoir et bienvenue. Ah, bonsoir Jean-Jacques, bonsoir à Romiane, bonsoir aussi aux éditeurs là, qui les écoutent religieusement les vendredis. J'espère que j'ai oublié personne. Oui. Alors si j'ai oublié quelque chose, je m'en excuse. Alors, vous avez fait un choix de livre particulier. D'abord, vous nous l'expliquez. Pourquoi ces livres-là en fait? Parce que vous avez, demain par exemple, on va parler de l'Algérie, parce que l'Algérie va voter demain. Donc, c'est un pays un peu particulier quand même, hein, quand on regarde un peu l'Afrique, parce que c'est un pays qui a été conquis, soumis à, comment dire ça, à l'impérialisme turc, l'Empire ottoman. Et puis quand les Turcs sont partis, vous avez les Français aussi, qui sont arrivés après. Et puis quand on regarde un peu à l'intérieur du pays, c'est un pays où, effectivement, les Turcs ont laissé des immeubles, ont laissé développer beaucoup de choses, la vie, par exemple, les dates, etc. Bon, c'est un pays qui vit un peu à partir avec l'Empire ottoman, une sorte de... c'est un pays qui s'est développé quand même, il faut le dire, à travers un peu les traces laissées par l'Empire ottoman. Même s'il y avait des rébellions, hein, parce que c'est un pays de rébellions aussi depuis quelque temps. Donc quand les Français arrivent, parce que les Français n'arrivent pas seulement en 1861, comme l'indique le titre du livre, les Français arrivent en 1831. Et c'est pourquoi? Parce que les Français, comme ils n'arrivaient pas à payer leurs dettes, qu'ils avaient contracté auprès des Algériens, ça correspond aussi au fait que la France a voulu en faire une colonie de peuplement. Parce que vous savez, quand la France perd la guerre, en 1800, déjà en 1870, puis lorsqu'elle en 14, la Première Guerre mondiale, lorsque effectivement la France perd l'Alsace-Lorraine, qu'est-ce qui se passe? Les Français décident effectivement d'aller installer les Alsaciens qui ne voulaient pas rester sur la coupe allemande en Algérie. Et ça pose des problèmes parce que vous ne pouvez pas déporter des gens venus d'ailleurs pour s'installer dans un pays neuf avec tous les problèmes dont on va débattre. Voilà, c'est pourquoi c'est un peu particulier l'Algérie, non seulement le vote. Bon, je crois qu'il y a 3 candidats. Hein. Il y a un candidat qui va passer, qui est Tebboune. Et moi, quand je suis dans la télé algérienne, j'entends des gens, il y a un dialecte qu'on utilise pour dire on va aller tous voter parce qu'ils sont mobilisés. C'est le mot lazem, c'est-à-dire on va voter. Vous n'entendez pas des gens dire oh, le vote, c'est un vote technique, c'est un scrutin technique, mais c'est-à-dire des gens qui se mobilisent derrière des candidats qui ont des programmes. Et c'est une très bonne chose. Ça prouve un peu la vie, la vie démocratique dans ce pays. Parce que les gens s'intéressent à la politique, les gens s'intéressent aux candidats. Parce que quand on regarde un peu les programmes, c'est vraiment des programmes. C'est pas des slogans, c'est des programmes. Alors les gens viennent avec des programmes, les autres les suivent. Et moi, je crois que ça coïncide avec. Moi, je crois que cette élection ça va se terminer. C'est-à-dire, c'est la fin de ce que les Algériens appelaient la IRCA. C'est-à-dire la période de faiblesse un peu de Bouteflika. Parce qu'on se rappelle, Bouteflika qui était poussé sur une chaise roulante. Et je crois que ça. Une image qui n'était pas. Voilà. Nature. Très très mauvaise image pour l'Algérie. Et je crois que là, on va clôturer avec cette IRCA-là. Et c'est un moment très difficile aussi quand il y a eu ce mouvement islamiste là, qui a complètement balayé, détruit un peu le pays. Et là, vous avez aussi un candidat islamiste, hein, Hassani. Donc, vous voyez, ça prouve que les gens ont pris, pensent que la République vaut la peine. Alors, quelles sont les grandes lignes finalement de ce livre, l'Algérie sous séquestre? Alors, je crois qu'il faut comprendre un peu par le mot séquestre. Hein. Je crois que c'est un mot qui a besoin d'être bien expliqué. Les séquestres, ça veut dire quoi? Ça veut dire quand tout à l'heure, je viens d'expliquer l'histoire. Les Français qui arrivent en Algérie ont besoin des terres. Parce que c'est devenu une colonie de peuplement. Et pour avoir des terres, il faut déposséder ceux qui sont là depuis.
Et c'est ça le séquestre. Et le séquestre, maintenant, c'est pratiquement politique, c'est-à-dire c'est fait de manière un peu administrative. C'est-à-dire, la plupart des gouverneurs qui ont été nommés par Thiers, qui était le président du conseil, à la fin de la commune qui a échoué, et c'est lui qui a repris un peu la Troisième République en France. Et qu'est-ce qui se passe? Ces gens décident de s'installer. Et pour s'installer, qu'est-ce qu'il faut? Il faut de l'argent. Et comme la France n'avait pas beaucoup d'argent à l'époque, il fallait donc que ces séquestres, parce que vous êtes rebelle, on a vu la même chose au Cameroun, quand vous êtes rebelle, allez, on vous accuse d'avoir tué un Français, même si vous avez tué un seul, alors que les Français tuaient 20 000, etc. On a les preuves avec les révoltes de Macron et de Yerba, etc. Alors, bon, on prenait votre terrain, Oui. votre propriété. Et là, on s'affichait que ce soit une propriété. Vous savez, dans la tradition musulmane, dans le droit coutumier musulman, vous avez des terres qui appartenaient, des propriétés individuelles. Vous avez les propriétés communales aussi. Vous avez aussi, les domaines sont arrivés un peu plus tard avec les Français parce qu'ils ont, comme on dit, francisé juridiquement les propriétés. C'est-à-dire en introduisant un peu toutes ces catégories que je viens de citer. Mais vous avez aussi une propriété qui était la propriété du village, avec un chef de famille, etc. Comme ça existe partout. Et donc, ces terrains-là ont été arrachés sous le prétexte que ces gens étaient des rebelles. Oui. Alors, donc, quand on voit un peu, quand on vous déracine, c'est-à-dire on prend ce que vous appartient, parce que la terre, c'est quelque chose d'important dans ces familles-là, puisqu'ils vivaient, ils travaillaient là-dedans, ils avaient des maisons, et quand on les prenait, il fallait un autre processus qui était un peu plus compliqué pour récupérer un peu. Ouais. Souvent, ça durait 2 ans. Alors, pendant les 2 ans où ces gens restaient, ils étaient obligés, effectivement, pour mettre la pression un peu sur les Français, effectivement, d'aller de temps en temps attaquer les Français, qui sont devenus plus tard des pieds noirs, etc., ces Alsaciens qu'on avait installés à l'époque. Et là, ça créait des mouvements de revendication très, très... Donc des injustices qui ont fini par créer des révoltes. Bien entendu, parce que en réalité, ce sont les injustices qui ont créé le mouvement indépendantiste dans ce pays. Le mouvement indépendantiste n'est pas né tout simplement parce qu'il y a des gens qui arrivaient là, ils faisaient des grands discours à la radio, ou je ne sais pas où, et dans des salles, etc., comme on en a vu au temps de Lumumba. En réalité, le mouvement indépendantiste est venu à partir de cette dépossession, et qui était très brutale en réalité. Puisque quand les Turcs s'en vont, les Turcs laissent ces immeubles-là. Les Assyriens les occupent, bien entendu, comme il y avait, souvent ça se passait de ce qu'on appelait un peu les conventions familiales. Les familles s'installaient tranquillement avec l'accord des Turcs qui étaient partis et qui n'avaient plus rien à dire en ce moment. Et alors, plus tard, c'est les Français, effectivement, qui chassent les Algériens de ces immeubles occupés qui ont été laissés par les Turcs. Donc, ça faisait quand même, au point de vue de la mutation, des mutations qui étaient très... C'est-à-dire, en réalité, on n'avait pas stabilisé, et on n'arrivait pas à stabiliser un peu les familles, ces propriétés, parce que d'un moment à un autre, à travers le séquestre, à travers la brutalité exercée sur les populations, ces gens étaient obligés de partir sur les montagnes, etc. Et on a vu, et vous savez, les Français qui se faisaient à l'époque, c'est qu'ils avaient des types d'ordonnances. On dit, voilà, il y a une ordonnance qui s'appelle l'ordonnance de 1845. Et l'ordonnance, vous savez, quand on ordonne, ça veut dire que si collectivement, c'est-à-dire une famille, comme ça se passait à l'époque, participe à une rébellion, allez, toute la famille ont confisqué biens et terres, maisons même. En réalité, on laissait quand même tout ce qu'il y avait comme charrue. Là, c'était possible de laisser. Parce que de temps en temps, on le faisait. Parce qu'on se disait que, comme on est à l'époque de l'idée de la Révolution française, qui est l'idée un peu de la liberté d'un individu de posséder des terres, on pouvait restituer ces terres à la personne, mais
processus. C'est pourquoi, effectivement, on a commencé dans les années 1800, pratiquement, je crois, j'espère ne pas me tromper, 1881, à introduire un peu de juridisme, parce qu'il n'y en avait pas avant. C'était l'administration. L'idée que l'administration décidait que vous étiez un rebelle, vous venez prendre le terrain, mais avec le problème lié aux droits de l'homme, etc. Et ça, c'était quand même une nouveauté. Hein. Quand on regarde la configuration mondiale à l'époque, regardez un peu ce qui s'est passé en Nouvelle-Zélande. On vous arrachait les terres, et les aborigènes, on s'en foutait, on les tuait. Ceux qui résistaient, ils étaient tous balayés. Donc c'était ça. Aux États-Unis, bon, il y a une fête qu'on appelle le Thanksgiving, où on vous dit que les Indiens leur ont prêté, c'est dans l'imaginaire populaire, que les Indiens ont prêté des terres aux Américains, et ces Américains ont commencé à leur travailler dessus. Donc la philosophie française était pratiquement différente. La technologie, je dirais même foncière, était pratiquement différente. C'est-à-dire, on vous permettait, effectivement, lorsque vous n'étiez pas reconnu coupable dans des événements liés à la rébellion, vous pouvez récupérer vos biens. Il faut dire que ce qui s'est déroulé en Algérie s'est également déroulé au Cameroun. Vous l'avez d'ailleurs dit, des Camerounais qui ont été dépossédés des terres, des familles, qui ont été obligés de se recaser ailleurs. Oui, ça s'est passé quand on regarde un peu les villes moyennes. Les villes, à l'époque, c'était des petits bourgs. Douala, etc., Yaoundé et d'autres petites villes, Bafoussam, etc. Qu'est-ce qui se passait à l'époque? C'est-à-dire quand parce que les Allemands sont partis précipitamment par la Guinée, et ils ont été remplacés par les Français. Les Français ont occupé ces bâtiments-là. Or, ce qui s'est passé, c'est que entre l'occupation française et allemande, il y a les autochtones qui habitaient ces coins-là. Effectivement. Voilà. Donc, ces bâtiments laissés. Or, il y a pas pendant longtemps, on n'a pas eu, comment on dit ça, un recensement de ces bâtiments laissés par les Allemands. Parce qu'il n'y a pas eu de convention, c'est-à-dire les Allemands n'ont signé aucune convention avec l'État camerounais, ni avec des familles. Donc, les gens partaient. Donc, les autochtones ont hérité de ces bâtiments-là. Oui. Et là, malheureusement, aujourd'hui, comme on a décidé effectivement de lancer cette enquête, la CED, gendarmerie, est-ce que, moi je me suis posé la question, là, compte tenu un peu de l'histoire sociale, de notre histoire sociale, est-ce que on peut faire une enquête effectivement pour déloger la corruption, pour combattre la corruption, parce qu'effectivement il y a des hommes politiques, il y a aussi des fonctionnaires qui s'accaparent des terres, qui se sont accaparés de ces terres. Et donc ça pose un problème effectivement. Comment ces gens ont pu s'accaparer de ces terres, alors que ces terres normalement appartenaient soit aux Allemands, soit aux Français. D'où effectivement un travail, pas un travail comme une enquête administrative là. Normalement, on aurait pu faire une enquête vraiment historique en réalité pour tracer un peu la manière dont les gens ont été dépossédés des terres depuis la colonisation allemande. Tout à fait. Parce que moi, je vois par exemple à Saint-Bélimin, il y a quand les Français s'en vont, non, quand les Allemands s'en vont, il y a la famille Ayolo qui a occupé un espace. Alors, comment aujourd'hui on va retracer un peu l'origine de ce bâtiment qui a été occupé par des élites d'aujourd'hui. Il faut un travail de fond. Voilà, il faut travail de fond. Oui. Sans qu'il y ait une convention signée, sans qu'il y ait effectivement des accords. D'accord. Eh bien, en tout cas, merci. À la fin du mois, nous allons parler de démocratie. Oui, il faut en parler, vous savez, parce que ce mot-là, je crois, fait trembler tout le monde. Alors qu'en réalité, c'est un mot. Vous savez, avant, la démocratie, on s'en foutait. Parce qu'on pensait qu'elle était dangereuse, puisque les petites gens ne devaient pas voter. Hein. Plus tard, on va développer en tout cas. On est en profondeur. Romia Dikoumé était à la mise en onde ce soir. Coordination éditoriale et Belle Samari, coordination centrale. Jean Patient, Salah, supervision générale, le reverend pasteur Bissa et Emmanuel Noël. Merci à Sarah Florence Égypte. Merci également à Eva Camp pour la virgule littéraire. Jean-Jacques Foucault pour la présentation. On se retrouve vendredi prochain exactement à 20h sur Royal FM.